Vendredi, nous avons eu l'honneur, tous les deux, d'être invités au Conseil dans les ors du Conseil de la Banque de France à Paris. Pour ceux d'entre vous qui ne sont jamais allés dans la Galerie Dorée, c'est véritablement à voir. Et le gouverneur de la Banque de France nous a dit, chef d'entreprise, il y a deux choses qui nous plaisent chez eux, c'est qu'ils sont positifs et réalistes. Donc on ne sera pas dans l'illusion au niveau de la table ronde que nous allons organiser, on va bien être dans le réalisme. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que ce qui a été très intéressant en fait dans cette intervention et ce moment qu'on a passé à la Banque de France, c'était l'interaction de la salle. Donc tout à l'heure, j'aimerais que, contrairement à beaucoup de réunions que l'on fait, il y a beaucoup de gens sur les tables rondes qui répètent des choses, peut-être tous les ans la même chose, ou qui innovent un petit peu. Mais vous êtes tous des membres de l'industrie et vous avez tous des idées. Vous avez tous des expériences. Donc, à un moment donné, je voudrais bien que la responsabilité de chacun soit le résultat collectif de l'industrie. Donc, je voudrais bien qu'il y ait des interactions quand on vous demandera de poser des questions. Donc, réagir comme ils ont réagi vendredi, c'était impressionnant. Surtout dans cette ambiance que l'on croyait feutrée, ma foi, les industriels se sont exprimés. Bien, nous appelons nos invités. Donc, je crois que je commence. À l'État, l'honneur. J'appelle Philippe Mazinck, le SGAR, qui représente la préfète de région. Donc le SGAR, comme tout le monde le sait, c'est le secrétaire général pour les affaires régionales. Merci, si vous voulez bien prendre place. J'appelle Martin Merrier, donc le vice-président à l'économie de la région. Merci Martin d'être avec nous. Vous savez, vous pouvez les applaudir, parce que ils ont tous choisi d'être avec nous aujourd'hui, ce qui montre qu'on est finalement assez fréquentable. J'appelle Jean-Marie Danjou, le directeur général de l'Alliance de l'industrie du futur, qui nous vient de Paris par Brest. J'appelle Florent Monnier, donc, qui est le vice-président de la FIM. Merci Florent. Et enfin, j'appelle Joël Tingot, vice-président en charge de l'économie au sein de l'ABEA et chef d'entreprise. Et j'appelle donc Hervé Lelarge, donc directeur général de la BPI France en région Bretagne. Comme vous le savez, nos industries ont besoin de financement, donc il fait partie intégrante du monde de l'industrie. Je crois que je dois ouvrir par la première question. Et la première question, il me semble qu'on la pose à un certain président de l'UMM national. Exactement. Philippe Darmagnan était donc en déplacement en Inde et n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Malgré tout, il a envoyé une petite vidéo pour nous accompagner en fait, pour cet événementiel en Bretagne. Donc, si vous voulez bien lancer la vidéo, de manière à ce qu'on ne soit pas trahi par la technique. L'industrie, c'est ma vie. L'industrie, pour moi, c'est la capacité de faire du concret, c'est la capacité d'innover, c'est la capacité de réaliser. Donc, quand je pense, avec toute mon expérience, quand je pense aux jeunes, je me dis que l'industrie, c'est pour eux une fabrique de l'avenir et qu'il faut aller dans ce sens. Alors ça, c'est pour l'individu, mais collectivement, je crois que c'est la même chose. Avec la crise des Gilets jaunes, on voit qu'un consensus apparaît comme quoi l'industrie, dans chaque village, c'est la solution. Et c'est d'autant plus vrai qu'on est en train de vivre une révolution des usages extrêmement importante avec le numérique, avec l'économie verte, avec la neutralité carbone. Et donc, cette révolution des usages, pour qu'elle se réalise, on est en train de réaliser que l'industrie apporte des solutions. C'est elle qui permettra à ces usages de correspondre à ce que nous voulons. Donc, je crois vraiment qu'on est à un moment clé dans lequel encore on peut montrer aux jeunes et on peut avancer collectivement pour faire de la France une nation plus forte. Voilà pourquoi je crois à l'industrie. Je crois qu'on peut l'applaudir, même s'il n'est pas là. Et ça me permet de poser la même question à chacun de nos invités. L'industrie, mais vraiment l'industrie, là, au niveau de votre conviction, de votre enthousiasme, de votre trip, c'est quoi pour vous ? Qui veut prendre la parole ? Qui veut commencer ? Merci.
Donc mon entreprise fait du traitement thermique à façon et du dépôt sous vide. Mon grand-père l'a fondé en 1960. Donc on peut dire que j'ai appris à marcher dans une usine. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai voulu rejoindre mon père à la direction de l'entreprise. C'est en fait les histoires qu'il rapportait à la maison, les histoires de femmes et d'hommes, les anecdotes. Et en fait, j'avais un petit peu idéalisé son métier, bien entendu, mais il n'en reste pas moins que c'est un métier, en tout cas dans notre entreprise, où on essaie d'insuffler l'humanisme et beaucoup de valeurs humaines et de développement personnel. Et c'est ce que je retiens des raisons pour lesquelles je me suis lancé de mon côté. Qui veut racheter? Alors pour moi, le mot industrie, en fait, ça induit un mode de réflexion pour moi, puisque c'est un mode de réflexion et d'organisation. Derrière ce mot, alors moi qui suis dans l'agroalimentaire, je vais parler un peu de l'entreprise Atelier de l'Argoat, qui est mon entreprise. Il y a derrière ce mot de la structuration, de la précision, de l'anticipation. Et depuis très longtemps déjà, je suis convaincu que les entreprises qui demain résisteront seront les entreprises organisées. Et plus que notamment en termes de gouvernance générale, de process, de vision. Alors l'Atelier de l'Argoat, puisqu'on parle un peu de nos tripes, là c'est le cas, hein, on est sur du chaudin. L'Atelier de l'Argoat est une entreprise qui est fabricant d'andouilles et d'andouillettes, fait main, c'est 80 personnes et 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Rien que les deux chiffres peuvent vous parler, parce que 7 millions avec 80 personnes, ça montre la dimension à un moment donné humaine et l'implication de l'homme. Quand je parle de mon entreprise, en fait, je dis toujours que j'ai l'habitude de dire qu'on est une entreprise artisanale sur les produits et sur les process, et une entreprise industrielle par sa vision, son organisation et sa volonté de responsabilité sociétale. Nous sommes extrêmement impliqués dans une démarche de développement durable. On a mis au point, en termes de ce qu'on appelle l'économie circulaire, des projets. Et notre ambition environnementale, elle est très bien définie, puisque actuellement, nous avons intégré un programme RSE pour viser à terme la neutralité carbone. Ça montre bien que dans l'agroalimentaire, toutes les entreprises, mais je crois que tous les chefs d'entreprise qui sont ici ont cette conscience, c'est que nous ne ferons pas sans nous confronter à cette gouvernance générale et à cette RSE. J'ai envie aussi, par rapport à ce mot industrie, de dire en 30 secondes que le mot industrie doit retrouver toute sa noblesse, en fait. Il est trop souvent galvaudé et ramené à des notions de productivisme et en négation de l'humain. Et non, c'est faux. Je crois c'est une notion extrêmement forte. Et je dirais même qu'en agroalimentaire, parfois on en souffre. C'est devenu presque allez, j'ose le mot, presque une insulte, quoi. Industrie agroalimentaire, c'est presque devenu quelque chose. Autant on me parle d'industries qui font rêver, et je pense à l'industrie aéronautique, par exemple, où vous avez un monde de précision, de non-droit à l'erreur. L'industrie agroalimentaire, parfois, laisse un peu à désirer, et on a un enjeu d'attractivité, de marque employeur, d'innovation, et on en parlera tout à l'heure, bien sûr, dans le cadre de la Bresfab. Merci. Si tu veux bien passer ton micro. Martin Merrier, l'industrie, c'est... Bonjour à toutes et tous. Je suis d'une génération, étant un peu jeune, mais je pense en tous les cas de cette génération à laquelle en tous les cas on a inculqué, rabâché, rabattu régulièrement ou affiché en tous les cas un avenir radieux de la France sans usine. Je pense véritablement, en tous les cas, peut-être pas la seule génération j'ai le nom du responsable qui a été destinataire de ce discours, en tous les cas, mais j'ai ce sentiment très personnel, puisque je crois que la question qui nous était posée était de savoir quel était le ressenti personnel et le rapport, le lien, charnel ou non, mais le lien en tous les cas qu'on entretient les uns et les autres avec l'industrie. Je pense en tous les cas faire partie de cette génération à laquelle donc on a expliqué, démontré, on a tenté en tous les cas de démontrer que l'avenir radieux de la France est une France sans usine, et à laquelle on a voulu présenter une dichotomie en tous les cas très forte et très nette entre ce qui est relevé des activités de production, de l'industrie, des activités de service. Pour autant, je pense, pour rebondir sur les quelques propos qui ont pu être tenus, ça c'est la conviction qui est la mienne, mais celle de la région, que les grands enjeux et les grands sujets du moment, nourrir les hommes,
s'engager dans la transition énergétique. Et quand je dis s'engager dans la transition énergétique, c'est inventer aussi sur le territoire ces éoliennes qui ont vocation à les construire, les bâtir, ces éoliennes qui ont vocation ensuite à être mises en mer. Sur l'ensemble des sujets, c'est vrai sur les enjeux aussi de souveraineté, dans l'industrie de la défense. Bref, sur l'ensemble des sujets, les solutions sont au cœur de l'industrie. Mais il y a une réalité en tant que Breton, puisque c'est en tant qu'élu de la région Bretagne qu'on m'interroge, qu'il faut rappeler que les uns et les autres, pas ici, mais à l'extérieur, doivent avoir en tête. C'est que l'industrie, c'est une réalité, c'est des femmes et des hommes, c'est 160 000 emplois, toute industrie confondue, en y intégrant bien sûr l'agroalimentaire. Mais au-delà de ça, il y a une réalité géographique que relève l'industrie, c'est que sur les 1200 communes que compte la Bretagne, vous avez comment dirais-je, une commune sur 3 seulement en Bretagne qui ne dispose pas d'un outil de production industrielle. Vous enlevez l'industrie en Bretagne, au-delà des femmes et des hommes qui n'ont plus accès à l'emploi, il y a une réalité, c'est que cette spécificité, cette singularité de la Bretagne, d'être ce tissu de villes moyennes, de ce tissu aussi de petites villes, il disparaît. Donc l'industrie en Bretagne, c'est bien sûr les solutions pour les défis auxquels nous faisons face. C'est une réalité sur les emplois, sur les perspectives de vie qui sont offertes à l'ensemble de vos collaborateurs, mais c'est aussi une réalité simplement géographique, c'est que la Bretagne ne serait pas ce qu'elle est et ne sera pas ce qu'elle est demain sans l'industrie. D'où la responsabilité, mais on y reviendra après, d'avoir élus, acteurs publics, acteurs privés, cette volonté d'additionner nos forces pour non seulement la défendre, mais au-delà de ça, pas simplement la défendre, tracer avec elle les points de fuite, les points de perspective pour lui permettre un développement le plus harmonieux possible. Merci. Alors, je vous mentirais si je vous disais que j'étais un hyper spécialiste de l'industrie. Donc, vous me permettrez d'avoir une réflexion qui est vue de ma fenêtre, donc en tant qu'agent de l'État. Il y a 2 images qui me viennent en tête quand on me demande mon rapport avec l'industrie, qui sont liées à ma carrière personnelle. Carrière personnelle que j'ai commencée dans l'armée en tant qu'officier de marine et ensuite en tant que fonctionnaire d'État classique. La première image que j'ai, c'est une opération extérieure au Proche-Orient où la France va et où on se bat, pas simplement avec des armes ou pour reconstruire, mais aussi pour essayer de gagner des marchés pour les entreprises françaises. C'est ce qu'on a fait et c'était, on ne faisait pas pour faire plaisir parce que vous êtes des représentants de la France à l'export et donc il était normal que la République française, que l'État défende ses industries à l'étranger dans un pays en reconstruction. Première chose. Donc là, c'est l'État qui intervient pour l'économie française et pour l'industrie en particulier. La deuxième image que j'ai, qui est tirée de ma carrière personnelle également, c'est l'État qui vous appelle. J'ai été dans une vie passée responsable des services de l'hébergement d'urgence à Paris. Et les services de l'hébergement d'urgence à Paris, c'est 110 000 personnes hébergées tous les soirs, c'est presque 40 000 à Paris. Et c'est un renouvellement constant des lieux d'hébergement. Mais quand on a des lieux d'hébergement, c'est pas forcément des hôtels, des plateaux tout faits. Voilà, il faut qu'on fasse appel à des industriels parce que c'est une vraie industrie. Enfin voilà, il faut des capacités d'ingénierie, il faut se mobiliser très rapidement. Et cette mobilisation pour l'intérêt général, cette mobilisation nécessairement extrêmement rapide, où on la trouve, enfin moi j'ai passé 4 ans à le faire, c'est en allant voir des industriels pour leur demander de construire des structures d'hébergement ad hoc, parce que voilà, il faut réagir très vite, parce qu'il faut faire des opérations d'évacuation. Et là, l'industrie, elle a toujours répondu présente. Ce que je veux dire par là, l'enseignement que je tire finalement de ces 2 expériences, c'est que nous ne sommes pas dans 2 mondes qui vivent de manière parallèle. Ce qui est extrêmement important, mais je pense qu'on en reparlera, c'est cette porosité qu'il doit y avoir. L'État, les pouvoirs publics d'une manière générale ont besoin de l'industrie et nous sommes là aussi, autant que faire se peut. Alors on n'est pas forcément toujours d'accord sur tout parce qu'un monde parfait n'existe pas, mais en tout cas on est aussi là pour essayer de faire avancer la France et l'industrie que vous représentez. Voilà ce que c'est pour moi. Encore une fois, ce n'est pas une expérience d'industriel, mais c'est la façon dont moi je vois les choses vu de ma fenêtre de fonctionnaire. Merci. Juste avant de passer la parole, une chose qui est extraordinaire, et je voudrais faire un petit témoignage personnel, parce que sur la transversalité des propos qui ont été dits,
J'ai un fils qui est en train de préparer la suite, prendre le relais. Ce que tu as dit, je pense qu'il aurait pu dire des choses assez similaires. En tout cas, c'est ce que j'entends de sa bouche. Je suis comme toi, un père toujours en activité, chef d'entreprise, et les valeurs dont tu as apporté, j'avoue que je m'y reconnais bien. Il se trouve que 3 de mes 5 ateliers sont dans un milieu rural, donc ça illustre les propos de Martin. Et puis, tout à l'heure, j'ai appris que le Moyen-Orient dont vous parliez, moi j'y ai fait ma coopération, c'était au Liban, et ce que vos propos me parlent aussi à titre personnel. Voilà, donc comme quoi l'industrie, elle est véritablement partout, elle est transversale et elle est porteuse de valeur. Si tu veux bien nous donner ta vision. D'abord, je voudrais vous remercier de nous accueillir aujourd'hui et vous dire que je pense que je suis comme pas mal d'entre vous, j'ai l'industrie chevillée au corps. Et j'ai 2 mots que j'ai envie de dire quand je pense à l'industrie, c'est l'envie déjà, parce que je pense qu'on sent une envie d'industrie qui renaît dans ce pays, qui renaît en particulier en Bretagne, ici, qui est une très grande région industrielle. Votre présence ici aujourd'hui le montre, l'atteste d'ailleurs. Envie et puis reconquête, parce qu'en fait, on est lancé dans une phase de reconquête industrielle qui est extrêmement importante. Comme le disait tout à l'heure Philippe Darmaillan, beaucoup de nos problèmes sont liés au déclin industriel. C'est vrai, il ne faut jamais oublier qu'un emploi dans l'industrie, c'est 3 ou 4 emplois dans les services associés. C'est vraiment le cœur de nos territoires. Et la reconquête passe par l'industrie qui sera une des solutions à nos problèmes. Alors, comment reconquérir? Évidemment, c'est un vaste programme, mais je pense qu'on a déjà un certain nombre d'éléments qui sont sur la table. Là, après avoir perdu 800 000 emplois en 15 ans, aujourd'hui, on a depuis 2 ans une stabilisation, même déjà un regain de l'emploi. On a eu 1000 emplois créés nets l'année dernière dans l'industrie. On a aussi une stabilisation ou une légère augmentation du nombre d'usines dans ce pays et une croissance de l'investissement industriel. Donc ce sont des signes encourageants. Il y a une condition de compétitivité des coûts. On a eu des progrès de fait depuis le rapport Gallois, mais là, il nous reste beaucoup de travail encore et beaucoup d'efforts à faire, notamment du côté de l'État, pour que, en particulier, les impôts de production puissent baisser, qui pèsent très lourdement sur nos usines. Et en compétitivité hors coût, comme on dit, c'est-à-dire l'organisation du travail collectif, je pense qu'on a fait des progrès avec quelques leviers comme les filières qui ont été mis en place au Conseil national de l'industrie, un plan de l'industrie du futur qui a été lancé par le Premier ministre l'an dernier, on en parlera peut-être plus tout à l'heure. Et surtout, je pense qu'il est très important, c'est de travailler au niveau régional de façon collective. Donc ce que vous faites ici, vous donnez un très bon exemple avec la Bresfab, c'est de se réunir et de travailler entre les industriels, les pouvoirs publics au niveau régional, au niveau national. Et c'est un modèle qu'il faut suivre partout de façon à relancer cette conquête industrielle. Et nous, ce que l'on plaide au niveau national aussi, c'est pour qu'on soit beaucoup plus organisé entre l'État et les régions, pour mieux travailler ensemble, avec des conseils État-région, avec des comités régionaux industriels, qui fassent qu'on va, en jouant beaucoup plus collectif, pouvoir gagner cette bataille pour notre industrie. Merci. Hervé. Rapidement, puisque beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc BPI France, en fait, on partage tout ce qui a été dit. Et pour nous, l'industrie, c'est vraiment le secteur stratégique chez BPI France. Donc je parle d'industrie au niveau national, ça doit être 12% du PIB. Chez BPI France, c'est plus de 25% de nos interventions. Donc c'est vraiment le secteur sur lequel on met le paquet, le secteur qui a besoin de nous, parce que l'industrie, c'est très capitalistique, il faut beaucoup d'argent. C'est un secteur où les rentabilités ne sont pas toujours à niveau, enfin ne sont pas assez importantes en tout cas. Et il y a des enjeux très importants aujourd'hui de digitalisation, d'investissement. Et donc BPI France entend être là présent sur tous ces sujets. Grand merci. Je crois qu'on va passer à la deuxième partie. Tu veux bien l'introduire, Jocelyne? Donc, en fait, je pense qu'on va laisser la parole encore à Philippe. Donc, il va nous dire quelques mots. Et ensuite, on passera effectivement à la deuxième question. Donc, je suis le mouvement Bresfab depuis sa création. J'y crois beaucoup. Et l'UMM soutient ce mouvement à fond. Nous le soutenons parce que c'est un des rares exemple de mouvement collectif, simple, focalisé sur un problème et un projet de croissance, et qui traite l'ensemble des sujets et qui répond à l'ensemble des sollicitations. Développer de l'industrie, je l'ai dit, est un phénomène maintenant de consensus en France. Et on a
plein d'initiatives qui sont prises par l'État, par des acteurs privés, etc. Toutes ces initiatives en Bretagne sont regroupées dans BressFab. Et ça permet vraiment aux chefs d'entreprise d'y voir clair et de se lancer, car le vrai sujet, et c'est ça que je conseille aux chefs d'entreprise, c'est de penser à leur avenir, à l'avenir de leur société, à l'avenir de leur personnel, dans un contexte de très forte mutation. Et travailler dans le cadre de la BressFab, bien au moins c'est travailler sur un programme simple, avec des objectifs précis, qui permettent le succès. Donc la BressFab est pour moi un exemple, voire l'exemple que l'ensemble des régions françaises devraient suivre. Merci à Philippe pour tous ces mots d'encouragement. Donc, ce que je voulais vous dire dans la deuxième partie, c'est que bon, l'industrie, tout le monde en parle, comme on dit, mais l'industrie, ce sont des gens qui sont très concrets, parce que tous les jours, ils font face à des tonnes de problématiques. Et donc, voilà, la question concrète, c'est qu'est-ce que chacun d'entre vous, responsabilité de chacun dans un résultat collectif, qu'est-ce que vous faites tous les jours pour l'industrie? Ou qu'est-ce que vous allez faire demain pour l'industrie? Et je m'adresse également à la salle, parce que réfléchissez un petit peu à la réponse, parce que je souhaiterais aussi avoir des réponses de votre part. Donc, qui c'est qui commence? Hervé? Je vais commencer. Alors, BPI France et l'industrie, donc on intervient, nous sommes une banque. Donc notre raison d'être, c'est d'apporter de l'argent. Donc on peut apporter de l'argent sous forme d'aide à l'innovation, parce que l'innovation est absolument fondamentale dans les métiers de l'industrie. Même si dans l'industrie, on a des vieux métiers, on a des forges, on a des métiers qui existaient déjà il y a 50 ans. Il y a tout un virage depuis quelques années qui est en train d'être pris et qu'il ne faut surtout pas que vous ratiez. Donc là, on a des outils pour ça, on a des outils pour vous accompagner, on a des outils pour financer les CAPEX, des prêts sans garantie ou des prêts spécifiques pour l'industrie, pour cofinancer vos acquisitions de matériel, notamment, qui peuvent être très lourds, donc aux côtés de vos banques. L'idée n'est pas de remplacer les banques, mais d'accompagner vos banques, en faire une partie pour que vos banques vous accompagnent mieux et plus facilement sur le reste. On a des outils de haut de bilan, parce que dans l'industrie, quand il y a des projets vraiment très importants et des sujets d'aléas international, parfois, il faut aussi ouvrir le capital et accepter de rester propriétaire de 70% de quelque chose qui vaut 1000 plutôt que de rester 100% de quelque chose qui vaut 100. Donc, tous ces métiers, on les a et on s'est rapproché de BressFab l'année dernière surtout. On a rejoint ce mouvement parce qu'on s'y reconnaît totalement. Et là, on est en recherche, nous, sur l'accompagnement. Parce que le financement, c'est bien, l'argent va bien, mais aujourd'hui, je dirais de l'argent, on en trouve assez facilement. Alors, c'est peut-être une provocation, parce qu'il y a toujours des gens qui ont du mal, mais aujourd'hui, un projet qui est à peu près bien présenté par une entreprise qui tient la route, globalement, elle trouve son financement. Là, par contre, où nous, on souhaite faire le petit plus, en plus des outils de financement qui existent, sur l'accompagnement du dirigeant. Parce qu'on note vraiment une solitude du chef d'entreprise, une quasi-impossibilité de les toucher, d'amener du consulting chez eux, notamment sur les petites entreprises. Et ça, c'est un des enjeux de BressFab, que BressFab démarre et démarre bien, et qui rejoint totalement, nous, notre stratégie, j'allais dire, au niveau national, où de plus en plus, on crée des accélérateurs pour accélérer les chefs d'entreprise, les former, leur mettre des diagnostics et du consulting chez eux et les mettre en relation. Donc on a plusieurs accélérateurs nationaux qui fonctionnent bien depuis quelques années et on lance cette année notre premier accélérateur pour les entreprises innovantes, donc Boost Up, qui va être annoncé en fin d'année. Et puis on travaille aussi avec la région sur un autre accélérateur pour les entreprises agroalimentaires. Parce qu'aujourd'hui, de l'argent, il y en a partout, mais ça peut changer. Mais par contre, il faut se préparer aujourd'hui, parce que c'est vrai que dans l'industrie, on sort même si ça provoque un petit peu, quand même de belles années, des années où l'énergie n'est pas chère, où il y a une stabilité politique, où globalement tous les feux sont au vert, ça peut ne pas durer. Donc si j'ai un message à passer aujourd'hui, c'est préparez-vous. Et des mouvements comme BressFab sont là pour vous aider à vous préparer. Faites rentrer des consultants chez vous qui vous alertent s'il y a des choses qui peuvent vous freiner votre développement ou vous fragiliser en cas de pépin. Nous, chez BPI France, par exemple, on sort une mission stress test pour que les gens se disent, j'ai une entreprise qui va bien aujourd'hui, si je perds mon principal client, si j'ai un pépin,
quelles sont les incidences sur ma boîte, comment je réagis. Donc ça, préparez-vous et vraiment venez vers tous les consultants Bressfab et tous les gens qui y participent, parce que c'est pas quand il pleut qu'il faut réparer son toit, quoi. Alors, je peux témoigner en tant que chef d'entreprise, Et client. Hervé, et client, de la qualité des programmes d'accélération portés par BPI et ses partenaires. Mon entreprise est impliquée dans un dispositif aéronautique et défense porté par le GIFAS, Ouais. avec tout le savoir-faire de BPI. Et vraiment, c'est très structurant. Donc, qu'on se le dise. Merci. Alors, à qui le tour? On va continuer dans cet ordre-là, si vous voulez. Bon, je représente l'AIF, Alliance Industrie du Futur. On travaille d'ailleurs étroitement avec BPI France, puisque BPI France est membre de l'Alliance Industrie du Futur, et que nous sommes tous deux d'ailleurs membres de French Fab, qui est la marque ombrelle, je dirais, de l'industrie française, dont Bressfab est évidemment un éminent représentant. Alliance Industrie du Futur, c'est quoi? C'est un regroupement de l'ensemble des forces qui sont là pour soutenir et essayer d'accélérer, entraîner notre industrie française dans son mouvement de transformation, de numérisation, mais de transformation aussi des processus, des business models et transformation humaine également. Donc elle a été créée en 2015, sous l'impulsion d'ailleurs d'un ministre qui s'appelait Emmanuel Macron à l'époque. Et nous avons 4 collèges, donc on représente, et c'est notre originalité, non seulement les fédérations industrielles, mais également les organismes de financement comme BPI France, les organismes techniques comme le CETIM, comme le CEA Tech, et également les organismes académiques comme Mines Télécom, etc. Donc on regroupe l'ensemble de ces forces-là, et on a 3 leviers d'action pour ce programme d'accompagnement vers l'industrie du futur. On a nos groupes de travail. Vous pouvez trouver les détails, bien sûr, sur notre site. On a 6 groupes de travail. On a au niveau régional des ambassadeurs et des correspondants. Donc Thierry Truch, qu'on remercie ici, qui est un ambassadeur de l'industrie du futur en Bretagne. Également Stéphanie Hervé, qui est ici, qui est correspondante. Et puis, on a... donc le 3e levier, c'est nos vitrines. On a des vitrines de l'industrie du futur. Ce sont des entreprises qui ont réussi cette transformation et qui sont emblématiques, qu'on a voulu féliciter, qu'on a voulu honorer. D'ailleurs, j'en profite pour annoncer avec plaisir qu'une 3e vitrine bretonne a été labellisée, c'est l'entreprise AMI, qui est à Torcé, dans le 35. Donc, son trophée lui sera remis après-demain à Bercy, en présence de Agnès Pannier-Runacher. Donc, ces vitrines, c'est un exemple pour nous tous, pour nous transformer. Donc, voilà les leviers dont nous disposons. Et je voudrais dire que nous sommes en résonance avec le plan Industrie du futur qui a été lancé par le Premier ministre à l'automne dernier. On fait le point régulièrement au Conseil national de l'industrie sur le déroulement de ce plan, qui a 3 volets. Un plan d'accompagnement des PME au niveau territorial avec un plan de 10 000 accompagnements. Donc la Bretagne faire partie de ce plan. Également un levier de défiscalisation avec un suramortissement pour les PME industrielles, pour l'industrie du futur. J'espère que vous êtes nombreux à en profiter, même si on aurait voulu qu'il y ait plus, mais c'est déjà quelque chose. Ça, c'est le 2e levier. Le 3e, c'est les plateformes d'accélération vers l'industrie du futur qui vont être mises en place suite au rapport que notre président Bruno Grandjean, avec la députée Anne-Laure Catelot, a remis l'été dernier au gouvernement. Donc, nous sommes en résonance avec ce plan. Nous sommes en assistance à la maîtrise d'ouvrage et surtout nous appuyons sur ce réseau régional. C'est très important. Donc, nos ambassadeurs, nos correspondants sont là en lien avec l'État, surtout avec la région, pour faire avancer cette transformation. Comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment qu'on joue tous collectifs pour cette reconquête industrielle. Merci. Oui, je crois que nous sommes tous conscients que nous ne sommes pas dans une évolution, mais une transformation. Donc le mot est bien choisi. Dans cette transformation, nous sommes tous interdépendants, donc nous faisons partie de la même communauté. C'est ce qui m'a poussé à donner de mon temps et de mon énergie à l'AFIM, à la Fédération d'industrie mécanique, qui est une alliance en fait de 23 syndicats. Donc au sein de cette alliance, l'AFIM, elle fournit une aide aux industries de la mécanique pour être plus présente au niveau de l'État, au niveau des élus, pour faire une sorte de lobby, le mot n'est pas un gros mot, pour que notre environnement économique soit favorable. Elle ne le fait pas seulement pour la mécanique, même si c'est son travail intrinsèque, mais également pour toute l'industrie. Bon, la mécanique, en France, c'est à peu près 20% de l'industrie en termes d'effectifs, un peu plus de 600 000 personnes. C'est important aussi de développer notre compétitivité. Vous l'avez abordé tout à l'heure, vous apportez le domaine des financements,
bon, on a quand même un certain nombre de problématiques qui font que quand l'État signe des accords de libre-échange avec des pays qui n'ont pas les mêmes taxes que nous ou pas les mêmes réglementations, on doit se débrouiller pour quand même être les meilleurs. Bon. Donc c'est ce que je fais dans mon entreprise, comme vous dans la vôtre. On se bat tous les jours. Mais avoir de l'aide, ça ne fait pas de mal. Au niveau de la fédération, la transformation est au centre de sa politique en ce qui concerne ses liens avec le CETIM, puisque la FIM, en fait, est l'organisme à l'origine du CETIM et qui en a le contrôle des instances de direction. Donc effectivement, vous avez cité Stéphanie Hervé, mais également le CETIM a des centres de compétences qui permettent d'accélérer les développements des entreprises, mais également est porteuse de projets, comme elle le fait au sein de Bresfab. Et également, la FIM a un organe qu'il faut connaître et dans lequel vous pouvez aussi tous participer, qui s'appelle l'UNM, parce que dans la partie réglementaire, alors, un règlement, c'est l'État qui l'écrit, une norme, c'est l'industrie qui l'écrit. Ça, c'est aussi un moyen d'améliorer la compétitivité. Dans cette transformation, bien sûr, la FIM est un membre fondateur de l'Alliance pour l'industrie du futur. Et donc, elle est au centre de cette transformation. Enfin, plus exactement, ses membres, nous sommes au centre de cette transformation. Merci Florent. À toi la parole, alors Joël, pour l'agroalimentaire. Dis-le avec ton cœur, pas avec ton papier. Oui, je pense que je vais vite sortir du papier. L'agroalimentaire, quand même, je vais peut-être te donner quelques points. Depuis plusieurs années, nous, avant d'avoir ce plaisir, cette opportunité et cette ambition de rejoindre la Bresfab, on avait pas mal de dossiers au feu, si je puis dire, qui concernaient la sécurité alimentaire, la marque employeur et donc les recrutements adaptés, la gouvernance générale et la RSE, l'intégration des technologies du futur, une stratégie face à l'export et la pérennité de l'entreprise et sa transmission. Et donc on travaillait, certains programmes étaient élaborés sur tout ce qui était ambition environnementale également. Mais on a eu, il y a à peu près 18 mois, l'occasion de rencontrer Martin Merrier. Et ce jour-là, on a fait état de ce projet de Bresfab qui était en cours de lancement. Et nous n'étions pas autour de la table, en fait. Et là, il nous est apparu tous ensemble que c'était une hérésie. Je veux dire, nous avions vocation à être dans le monde industriel et représenté par l'agroalimentaire autour de la table. Et donc, ce qui nous a séduit, c'est bien évidemment cette capacité que ces programmes Bresfab ont de nous permettre de répondre à l'attente des chefs d'entreprise et peut-être plus qu'à l'attente, à l'ouverture d'esprit ou à la création ou l'identification de besoins potentiels. Parce que je me souviens encore des mots de Martin Merrier quand on s'est retrouvés ensemble, disant que le monde agroalimentaire, on était souvent, par rapport aux aides de la région, souvent plus dans un temps de rattrapage qu'un temps d'anticipation. Et nous, à l'époque, on disait non. Les enjeux de l'industrie, les enjeux tels qu'ils ont été exprimés tout de suite par mon voisin, sont d'être volontairement, réellement et de façon extrêmement ambitieuse dans l'anticipation, dans la mise en avant de ces technologies du futur. C'est un projet de société qui nous est proposé et c'est pour ça qu'on est à fond aujourd'hui dans ce projet Bresfab avec vous tous. Je rajouterai un tout petit point, c'est qu'on a la chance d'avoir, je regardais mon voisin justement par rapport à ça, à la région, une volonté de mettre en avant le bien manger, la région du bien manger. Et vous savez que c'est toujours autour d'une table que les plus grandes choses se font. Et donc on a cette chance de pouvoir promouvoir cette dynamique du bien manger et de voir que le pouvoir politique régional est à fond dans ce projet-là. Le cocktail est pour bientôt, mais il faut patienter encore un peu. Merci. Oui, soutien de la région, alors il est évidemment multiple. D'abord, c'est un soutien à la Bresfab en tant que Bresfab, y compris dans sa capacité à pouvoir se financer, puisqu'il n'y aurait pas de Bresfab s'il n'y avait pas
d'accompagnement public que les élus que nous sommes avons l'honneur de pouvoir attribuer. En l'occurrence, lorsque, je m'en rappelle, on avait eu l'occasion, il y a maintenant quelques années, de se rencontrer pour essayer de réfléchir, et vous nous présentiez la démarche. Elle nous avait séduite en 2 points. D'abord parce que elle est inclusive. Elle est inclusive, et j'entends par là qu'elle entend rayonner sur l'ensemble du territoire breton, et pas comme on a pu le voir sur d'autres initiatives qui ne venaient pas de la Bretagne, mais parfois de nos amis parisiens, qu'on apprécie, mais en tous les cas, a vocation à bien rayonner sur l'ensemble de la Bretagne. Je le dis parce que c'est pas que du chauvinisme, c'est que lorsque politiquement la région, dans ce pacte collectif, on réaffirme que la vocation industrielle de la Bretagne, c'est une réalité, c'est une ambition, mais c'est une réalité géographique, on ne peut pas ensuite déroger à cette règle-là. Toute la Bretagne, seulement une commune sur 3 ne bénéficie pas d'une unité de production industrielle. Donc défendre l'industrie, c'est s'implanter, s'engager sur l'ensemble du territoire breton sans qu'il y en ait d'une certaine manière de discrimination. Donc inclusive sur le plan géographique, inclusive aussi sur l'ensemble des filières, avec en effet ces réajustements qu'il a fallu opérer, de manière à ce que l'agroalimentaire, qui est cette première force industrielle de la Bretagne, puisse bénéficier de la Bresse Fab. Donc soutien à la Bresse Fab. Mais au-delà de ça, des initiatives type accélérateur qui vont bientôt être lancées, alors sur quelques segments d'activité. Je pense bien sûr à l'agroalimentaire, qui fait face en effet à un enjeu pour la puissance publique de ne pas venir en soutien en période défensive, mais qu'on soit en accompagnement de manière offensive, prendre un temps d'avance sur l'ensemble des défis de transformation auxquels vous pouvez faire face. Moi, ce qui m'importe, et c'est ce qui amènera la région à faire un certain nombre d'annonces dans les quelques semaines, courts mois à venir, c'est que les acteurs économiques, les industriels qui se nourrissent, vont venir se nourrir, réfléchir, se remettre en question, parfois même être peut-être percutés aussi par quelques diagnostics qui pourront être opérés, puissent se voir attribuer, accorder des accompagnements en ingénierie financière. Il y a bien sûr la Banque publique d'investissement qui est là, c'est le partenaire, j'allais dire, naturel aux côtés des autres acteurs bancaires de la place, mais y compris sur le champ de la région, compte tenu de son volontarisme et sa volonté de soutenir et d'accompagner la transition, les transformations industrielles du territoire breton, que nous dotions d'appels à projets spécifiques, de manière à ce que lorsqu'un industriel intègre la Bresse Fab, il soit en mesure aussi, à sa sortie, en fonction du diagnostic opéré, que de pouvoir solliciter des accompagnements. C'est en tous les cas de manière à ce qu'on ait une chaîne de l'accompagnement qui soit véritablement cohérente. Donc c'est un sujet sur lequel on sera amené à se mobiliser. Mais le dernier point, et je crois que celui-là, on va être amené dans les semaines à venir et mois à venir à véritablement ensemble devoir se saisir de ce sujet-là. C'est une nouvelle compétence pour la région qui est celle de l'orientation. Je faisais état, non pas par provocation, parce que je pense sincèrement des quelques discours dont moi-même j'ai pu être nourri, qui ne me semblaient pas être véritablement des discours visionnaires sur l'avenir économique de la Bretagne, bien sûr, mais de la France plus généralement. La compétence d'orientation, ces informations, ces conseils, ces clichés qu'il faut parfois déconstruire, ils ont vocation à l'être dès le plus jeune âge, en tous les cas lorsqu'un jeune est en formation, et pouvoir présenter ces 1000 métiers, plus de 1000 métiers que compte l'industrie, créer cette appétence, cette fierté à un moment à pouvoir nourrir les hommes. Mais nourrir les hommes, c'est bien sûr dans un champ, mais c'est ensuite aussi dans une unité de transformation de la matière première, de manière à ce que le consommateur ait un beau produit, cette fierté à un moment de pouvoir construire des Rafales, des sous-marins, être dans l'aéro, dans les mobilités, sur le volet énergétique, bref, sur l'ensemble de ces pans d'activité que compte l'industrie. C'est peut-être l'une des responsabilités maintenant les plus fortes que la région va devoir endosser. On est passé d'une crise du carnet de commande à une crise de recrutement. Pouvoir anticiper et venir pallier aux difficultés de recrutement, c'est s'assurer d'avoir un service public de l'orientation, de l'information des métiers auprès des jeunes qui soit le plus performant et qui ne vienne pas véhiculer ce que je crois il a été en mesure de véhiculer pendant de trop nombreuses années et dont les acteurs industriels que vous êtes souffraient peut-être certainement même d'ailleurs au quotidien. Donc voilà, en tous les cas, me semble-t-il, s'il y avait un point de fuite, au-delà des accompagnements de la région, ils seront là, ils ont toujours été là, ils auront vocation à l'être et à être crantés, discuter avec vous. Je crois que le sujet de l'orientation, c'est l'un des dossiers forts, importants, essentiels, qui va mobiliser la région, mais qui a vocation à unir l'ensemble des acteurs du territoire.
Merci Martin, merci pour avoir aussi cité les jeunes, parce qu'effectivement, je pense que si on est ici aujourd'hui, c'est d'une part parce qu'on a envie de faire renaître cette industrie. Je pense qu'on ne la fera pas renaître tout seul, et que bien longtemps, et depuis bien longtemps, comme le disait tout à l'heure quelqu'un, l'industrie a perdu des emplois. On est aujourd'hui, on va dire, à plus 1000, on va dire en stabilité, et on a besoin de cette force vive, on a besoin des médias pour qu'ils véhiculent une image positive de l'industrie, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et donc, effectivement, d'orienter les jeunes et de leur expliquer ce que c'est l'industrie, que tout le monde y participe, c'est important pour l'avenir. Je vais parler de la Bretagne, puisque je suis bretonne, de la France si on veut aussi, parce que c'est par ces jeunes, effectivement, qu'on pourra faire croître l'industrie, et pas seulement la faire croître, parce que je pense qu'aujourd'hui, vous avez cité tous le numérique, vous avez cité, Hervé a parlé des problématiques de l'industrie. Bon, l'industrie a toujours eu des problématiques, mais on est toujours vivant et on est stable. Donc je pense qu'on s'en sortira. On a besoin d'outils, mais effectivement, on s'en sortira encore mieux si on est solidaire, ce qu'on essaye de faire dans cet outil BraceFab, ce qu'on essaye de faire au niveau une seule voix, donc ça évite les discordances, parce que bien souvent, on communique tous sur l'industrie, mais on n'a pas une seule voix. Donc aujourd'hui, BraceFab, on a réussi ça depuis... On est tout jeune, à peine 4 ans, donc on est dans les premiers pas. On a encore plein de choses à développer, plein d'innovations à faire également sur l'outil. Et le travail de chacun, la responsabilité de chacun est importante pour, comme je le disais tout à l'heure, arriver à un résultat collectif. Donc merci pour tous ces petits mots, ces actions, ces objectifs qui vont venir et qui vont, j'espère, donner des étoiles dans les yeux des gamins. En plus, on est dans l'endroit des vieilles charrues, donc on peut avoir que des stars. Hein, donc il n'y a pas de problème. Donc je vais laisser la parole à l'État qui va nous dire également qu'est-ce qu'il va apporter dans cette manne pour l'industrie et comment est sa responsabilité, son rôle, en fait, parmi nous dans BraceFab. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, donc j'essaierai d'être assez rapide sur les dispositifs qui sont en cours. BPI France et l'Alliance Industrie du Futur, vous avez déjà pas mal évoqué les dispositifs qui sont actuellement en cours. Je voudrais revenir sur une chose qui me paraît importante avant de commencer très rapidement. Vous l'avez dit, ça a été évoqué tout à l'heure. C'est la place particulière de la Bretagne et ses capacités, encore une fois, je le redis, mais de parler d'une seule voix, parce que ça c'est quand même une caractéristique bretonne qui fait, encore une fois, notre force, parce que quand on va à Paris demander quelque chose, parler d'une seule voix, ça compte, parce que je ne sais pas s'il y a une autre région que notre région qui est capable de défendre des demandes, de défendre ses intérêts, pas dans un sens égoïste, mais en tout cas notre capacité à parler d'une seule voix. Je peux vous assurer, pour aller assez souvent à Paris et voir mes petits camarades SGAR des autres régions, je peux vous garantir qu'on est une exception sur le territoire national. Voilà, je clôt la parenthèse. L'intervention de l'État aujourd'hui, vous l'avez évoqué. Aujourd'hui, c'est le financement de la BraceFab intervient toujours principalement par la région. L'État a décidé de s'y investir davantage. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, monsieur, à travers le programme accompagnement 10 000 PME, puisqu'il y a 80 millions d'euros sur le plan national qui seront investis par l'État dans ce programme. Il y a également l'expérimentation du PIA 3 territorialisé. Là aussi, ça sera en parité avec la région. Il y aura 12,3 millions d'euros. Voilà, ça c'est les dispositifs qui sont en cours ou qui sont sur le point de l'être. Vous évoquiez tout à l'heure la French Fab, j'y reviens pas, à travers les prêts de BPI France. Et enfin, ce qu'il y a dans la loi de finances, sur la mesure de suramortissement de 40% pour les PME qui investissent précisément dans l'avenir. Ça, je crois que c'est quelque chose d'intéressant. La dernière chose que je voulais dire, c'est que, vous le savez, le président de la République, en avril dernier, a lancé le pacte productif 2025. Je voudrais peut-être en dire juste un mot, puisque nous devrions avoir le retour par le ministre Le Maire autour du 15 octobre. Donc on est sur le point d'avoir des orientations sur le sujet. Ce que je voulais dire, c'est que là encore, le pacte productif, il ne s'agit pas, la crainte qu'on peut tous avoir, y compris en tant que fonctionnaire, parce que
n'est pas simplement fonctionnaire, on est aussi citoyen. Et se réunir, on ne se réunit pas pour le plaisir de se réunir. Si, ça peut être le cas, mais pas dans le cadre forcément tout le temps du travail. En tout cas, ça ne doit pas être l'objectif dans le cadre de notre activité professionnelle, je crois. Le souci du gouvernement, et on le voit là encore dans un autre dispositif, notamment la mobilisation pour l'emploi, c'est de prêter une attention particulière à ce qu'il appelle les objets de la vie quotidienne. Alors, la projection 2025, ce n'est pas que ça. Mais derrière ces objets de la vie quotidienne, il y a la volonté d'avoir des réponses concrètes. Vous le disiez, le développement de l'industrie, c'est un état d'esprit, c'est montrer l'optimisme, mais c'est aussi pas forcément une mesure qui résoudra tous les problèmes du monde. C'est une juxtaposition de plein de mesures comme ça. Alors, il y a ce plan, la mobilisation pour l'emploi, pour donner des choses très concrètes et qui sont, à mon avis, des choses assez essentielles, mises bout à bout. C'est par exemple tous les freins à la mobilité des demandeurs d'emploi. C'est des choses comme ça, voilà. Et c'est par petites touches qu'on va y arriver. Tout ça pour dire que ces concertations, ces réflexions, elles sont menées dans un double objectif. D'abord, on est plus intelligent à plusieurs que tout seul, et donc c'est quand même pas mal de travailler tous ensemble, et pas d'un côté, chacun de son côté. Et la deuxième chose, c'est le souci, pas de faire de la théorie, pas de faire de la métaphysique, comme on le disait tout à l'heure, mais essayer d'être concret pour apporter des réponses qui ne sont pas forcément toujours des réponses globales, mais aussi des réponses qui sont très concrètes et quotidiennes. Voilà. Merci Philippe pour cette intervention. Je vous propose qu'on applaudisse nos l'ensemble intervenants. Des acteurs. Et Jocelyne, j'aimerais bien... Juste une chose, Ouais. j'étais en train de penser à une chose, mais je ne suis pas sûr de trouver le bon mot. En vous regardant tous, il y a quand même un problème de sexe. Parce que je me disais, on a quand même de bonnes fées, là, aujourd'hui, qui se penchent sur l'industrie, mais bon, la tête de nos bonnes fées... Bon, mais en tout cas, encore une fois... Heureusement que la vraiment... métallurgie a des femmes, je dirais, pour les représenter, en fait. Je voudrais vraiment qu'on les applaudisse encore une nouvelle fois, parce qu'on n'est pas tout seul. Merci. Merci à vous. Je voudrais juste, je sais que le temps est compté et qu'on me fait signe, mais vraiment, je voudrais, vous voyez, cet outil, BraceFab, cette journée, c'est la vôtre, c'est pas la nôtre, les personnes qui sont ici, c'est la vôtre. Donc j'aimerais bien avoir soit des remarques, qu'est-ce qu'on peut faire pour demain, je dirais, pour l'industrie, dans BraceFab, ou je ne sais pas, quelque chose à transmettre, à partager avec nous. Donc qui c'est qui se lance, une ou deux questions dans la salle? Quelle est la première victime consentante? Allez, moi je vais en chercher une ou deux des victimes. Surtout que vous allez être honoré demain. Non, c'est pas moi. En fait, je suis dirigeante d'une petite société de moules et on prend beaucoup de jeunes stagiaires. Et moi, je voulais savoir, dans la tête de ces jeunes stagiaires qui ont envie de continuer, donc très loin dans les études parfois, mais aussi pour passe par la mécanique. Ils passent par la mécanique pour pouvoir être après pompiers, gendarmes. Voilà. C'est décourageant pour nous, en fait, de consacrer du temps à tous ces jeunes-là qui cherchent vraiment un stage, donc on les prend. On est sollicité également par les professeurs et on passe beaucoup de temps, on dépense de l'énergie et tout ça pour entendre ça. Et au final, sur un nombre d'années, on ne recrute aucun jeune. Voilà. Merci. Qui veut prendre la parole pour répondre à cette question? Comment garder les jeunes que nous accueillons dans nos entreprises pour les former? Moi, je vais déjà parler en tant qu'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les générations d'aujourd'hui sont peut-être plus tout à fait les mêmes que celles que l'on était. Et je pense qu'il faut regarder vers l'avant, qu'il faut se dire qu'il y a plus de zapping qu'avant. On est à l'heure du multimédia. Donc les entreprises, déjà, peut-être qu'avant, ce n'était pas vrai, les jeunes voulaient aller dans les entreprises. Et on n'était pas forcément là pour les accueillir. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les entreprises, elles ont besoin des jeunes. Mais les jeunes, ils sont passés à autre chose, ils zappent. Donc c'est à nous, je pense aussi, de réinventer l'introduction des jeunes dans les entreprises, de les réintéresser. Mais quelque part, si on les forme dans la mécanique et qu'ils vont ailleurs, on est solidaire, on fait du collectif et on va les amener effectivement à rester sur le territoire. Maintenant, il y a des outils à mettre en place, il y a des choses que chacun
tout à l'heure, Martin nous parlait de l'orientation. Je pense qu'il y a des choses à faire. L'industrie est méconnue, l'entreprise même est méconnue. Quand vous posez la question à des jeunes sur c'est quoi les métiers dans une entreprise, ils ne savent pas forcément. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être responsable d'un îlot de production ou d'un acheteur ou autre. Donc, il y a des choses qui avancent et je pense que c'est bien de le dire et qu'il faut qu'on intègre ça dans nos outils. Mais il faut aussi que nous, on s'adapte et on évolue avec les jeunes. Parce que c'est eux qui vont, de toute façon, nous succéder. Oui, pareil, une expérience personnelle. Parce qu'on entend beaucoup de choses sur les nouvelles générations. Bon. Il y a quand même un point toujours qui est le même pour tout le monde. C'est quand nous embauchons un salarié, le salarié, lui, en fait, il épouse plutôt un projet de vie. Donc, est-ce qu'il y a des projets de vie aujourd'hui qui sont différents de ce que nous, on a vécu ? Enfin, moi, je ne suis pas encore non plus... je ne suis pas Y, mais je ne suis pas X, enfin, je ne suis pas de la A non plus. Mais effectivement, l'information n'a jamais été aussi peu chère et pourtant, eh bien, la plupart des jeunes ne savent pas comment fonctionne une entreprise, qu'est-ce que c'est qu'une relation hiérarchique, quel est le degré de liberté qu'on peut avoir selon les postes, selon les entreprises, les cultures d'entreprise. Et donc, du coup, ils arrivent, ils n'ont pas de repères. Et souvent, ça peut arriver qu'ils soient déçus. Ou alors, ça m'arrive aussi d'être déçu. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du recrutement, on discute beaucoup avec la personne sur ce qu'est la vie quotidienne dans l'entreprise dans laquelle nous sommes, pour pas qu'il y ait de malentendus avant. Et après, on a dû renforcer l'intégration avec un parcours, alors qu'on est que dans des PE de moins de 40 personnes. On est 180 au total, mais en fait, c'est par entité vraiment petite. Eh bien, on a un parcours d'intégration qui parfois passe par aller voir l'autre société du groupe qui n'est pas trop éloignée. On essaie de se faire en sorte qu'ils se sentent intégrés à on va dire un gros mot, mais une communauté, ou en tout cas un ensemble de personnes qui aient plusieurs liens et pas que avec leur hiérarchique. Ça les déstabilise, je trouve, beaucoup. Et donc, en fait, on fait un peu de cocooning, quoi. On va dire ça comme ça. C'est vrai, c'est assez vrai, ouais. Et aussi, ils sont très en attente de se réaliser eux-mêmes, ce qui me convient très bien, puisque je pense que c'est ce qu'on leur propose, donc avec de la formation, qui se sentent en fait valorisés. Ce qui est normal aussi. Mais c'est vrai qu'il est un peu différent peut-être des générations précédentes. Alors, oui, c'est quelque chose qu'on partage. Vous mettez le doigt sur quelque chose de très très important. Et je pense qu'on a le même problème dans la banque aussi. C'est-à-dire qu'on doit vraiment travailler la marque employeur. Et vous devez, votre responsabilité de chef d'entreprise, c'est maintenant. Il y a 10 ans, vous cherchiez à embaucher quelqu'un, vous passiez une offre d'emploi, vous aviez 10 candidats, vous reteniez celui qui vous paraissait le mieux. Aujourd'hui, il faut être attrayant, il faut être attractif, il faut attirer les jeunes. Donc ça veut dire qu'il faut que vous travailliez votre marque employeur, c'est ça un peu un gros mot, mais que vous ayez un site internet au goût du jour, que vous prépariez à accueillir ces jeunes, parce que sinon ils s'en vont, quoi. Et nous, on est très malheureux parce qu'on a plein de clients qui disent je pourrais faire plus, j'ai les machines pour, mais j'ai plus les hommes. Ce qui est quelque chose qu'on n'imaginait pas il y a 4 ou 5 ans. Et là, c'est vraiment votre responsabilité. Et nous, on se l'est mise aussi, cette responsabilité, en organisant une tournée French Fab. Alors, j'espère que certains en ont entendu parler. Donc en Bretagne, on s'est appuyé sur l'UIMM en faisant une manifestation à Lorient et une à Brest. J'ai vu René Tallarmin et les gens de Lorient tout à l'heure, pour attirer les jeunes vers l'industrie. Parce que c'est ça, je suis un petit peu plus vieux que Martin, mais moi c'est pareil, l'industrie, c'était si on pouvait faire autre chose qu'un truc bruyant et sale, et aller plutôt vers des bureaux et plutôt être en costume cravate qu'en bleu de travail. Pour mes parents et mes grands-parents, c'était quand même mieux, quoi. Et cette tournée French Fab, on a été surpris de l'affluence, y compris la tournée d'été. Je ne sais pas si vous êtes passé à Quimper, Saint-Malo ou Perros-Guirec, mais on avait des milliers, des centaines de jeunes en tout cas qui faisaient la queue devant des simulateurs de vol, qui regardaient les drones, qui s'intéressaient à l'industrie. Et ça, c'est des petites graines qui, j'espère, vont faire que dans 2-3 ans, on aura un petit peu plus de techniciens, d'ingénieurs et de gens qui viendront dans vos entreprises et qui y resteront, quoi. Moi, je voudrais compléter un tout petit peu le propos en disant qu'il faut aussi qu'on soit capable de
de réinventer des modes de collaboration. En fait. Les jeunes d'aujourd'hui, effectivement, les fameux millennials, comme on le dit, zappent, regardent les choses différemment, ont un désir de réalisation de vie sans doute un peu différent de la façon dont on s'inscrivait nous-mêmes dans la vie professionnelle. Et il faut être capable d'innover sur les modes de collaboration. Si je parle de 30 secondes de mon entreprise, nous aujourd'hui, notre modèle économique, il est mis en difficulté parce qu'on n'arrive pas à recruter les gens pour faire des andouilles, donc, puisque je suis fabricant d'andouilles. Et si j'ai pas des mains intelligentes pour faire ces produits-là, ben, je peux pas les faire. Mais aujourd'hui, dans l'entreprise, dans notre organisation, on a entre 8 et 10 modes de collaboration différents, horaires, où on s'adapte en fait. Alors on a cette chance que chaque personne fabrique l'andouille de A jusqu'à Z. Donc on a démultiplié les modes de collaboration pour pouvoir répondre à une attente un peu d'horaire, de réalisation, voire de temps chronologique. On entend souvent dire que les jeunes, ils travaillent 3 mois, puis après, ils partent 2 mois. Puis ils reviennent 3 mois après parce qu'ils ont besoin de faire croûter la maison. Et ça, il faut qu'on soit capable aussi, sans les blâmer, sans les remettre en cause, d'ouvrir nos modes, nos organisations pour trouver des réponses autres. Merci Okay. Joël. Donc on a le droit, par dérogation, je pense, à une dernière question. Donc qui c'est qui se lance ? J'aurais été surpris que tu ne poses pas une question. Ouais, c'est à la fois une question, bonjour à tous, c'est à la fois une question et un constat. Donc je suis, moi, propriétaire d'une petite entreprise dans le domaine industriel. Vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, on fabrique des composites. Métier, salle, pas très attractif, extrêmement manuel, avec énormément de besoins de personnel. Comparé à l'injection plastique, chez moi, aujourd'hui, mon compte de résultat, c'est 35% de main-d'œuvre. 12% dans l'injection plastique. Je pense que notre premier besoin pour attirer des jeunes ou pour nous permettre de nous développer, c'est de nous permettre de payer les gens. J'ai 70-80% de mes personnels qui sont, et j'applique la convention collective de la plasturgie, qui se baladent entre le SMIC et plus 10%. Si on veut attirer des gens dans l'industrie, il faut qu'on puisse les payer. Et quand je les compare aujourd'hui à ce qui se passe, mes premiers concurrents aujourd'hui, c'est la Pologne, c'est les pays de l'Est, c'est l'Europe méditerranéenne. Permettez-nous de payer les gens, baissez-nous nos charges, laissez-nous bosser. Où est la question ? Je ne sais pas où est la question. C'est simplement un constat. C'est bien joli de parler de collaboration, c'est bien joli de vouloir attirer les jeunes, de leur donner une ambiance de travail, tout ce qu'on veut, ok. Aujourd'hui, les gens veulent vivre correctement, permettez-nous de les payer dans l'industrie. Voilà, ça réagit. C'est ce qu'on voulait. Qui veut répondre à cette question difficile ? C'est une question quotidienne. Non, mais pour la pérennité, il faut gagner de l'argent. Je veux dire, s'il y a un truc, la première chose qu'on doit savoir dans une entreprise, c'est que si on veut pouvoir intégrer des jeunes, les former, se développer, investir, il faut gagner de l'argent. Donc effectivement, par exemple à la FIM, aujourd'hui, le premier cheval de bataille de la FIM, en dehors de toute législation complètement incroyables qui sont en train de nous mettre sur le moteur thermique et tout ce qui va bien, c'est les taxes de production. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir gagné 1 euro et de faire 1 euro de bénéfice, vous avez aujourd'hui, de mémoire, je crois que c'est 4,5% de la valeur ajoutée qui part dans votre compte de résultat. Vous avez sur le site de la FIM un petit utilitaire pour calculer, en mettant des données que vous fournirez vous-même. Ces données ne sont pas enregistrées par la FIM, c'est pour que vous sachiez combien vous avez payé de taxes sur votre valeur ajoutée avant même d'avoir gagné 1 euro de bénéfice. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a besoin d'exporter. Moi, 70% des pièces que je traite dans mes ateliers partent à l'exportation au grand export. Ce qui implique que je dois être au niveau de qualité et de prix des meilleurs mondiaux, parce que nos concurrents, on est la 6e industrie mécanique mondiale. Les premiers sont les Allemands, les Japonais, les Américains, les Chinois et les Italiens qui sont devant nous. Donc en fait, il faut être au meilleur niveau mondial en termes de technologie, en termes de performance industrielle et d'innovation. C'est ce qu'on essaie de faire, bien entendu. Mais par contre, en termes de taxation,
avant donc, de gagner de l'argent et en termes de réglementation, nous sommes désespérément sans doute à la 35e place mondiale, quoi. Donc c'est que par l'action collective qu'on peut arriver à faire quelque chose, à mon avis. Oui, mais c'est là aussi qu'il est important, alors c'est un autre sujet, mais que nos organisations professionnelles et d'employeurs, nos organisations patronales, se saisissent complètement de ces sujets de manière, et n'y voyez pas d'attaque, que l'État ne soit pas seul à la manœuvre. Il faut que les partenaires sociaux travaillent véritablement sur la baisse de ces prélèvements, de manière à pouvoir transformer ces prélèvements en plus de pouvoir d'achat et répondre à la problématique dont tu parles. Il y a un autre sujet aussi, c'est la concurrence déloyale de notre solidarité sociale. Hein, quand on fait certains calculs, et je vous invite à aller sur Internet, il y a tout un tas de simulations qui démontrent qu'un petit peu de travail partiel, un petit peu de travail au noir, plus les différents dispositifs d'aide sociale qui peuvent se présenter, font que le travail n'est pas forcément compétitif. Et pourtant, c'est une de nos forces. Quand nous avons une crise à passer, ce système de solidarité sociale nous permet de mieux résister via la consommation que certains autres pays. Donc on voit que le problème est très difficile. Ce n'est pas pour ça qu'il faut le laisser sur la table, mais il faut s'en emparer au niveau des partenaires sociaux. Et là, aujourd'hui, mais ça je parle en tant que chef d'entreprise et militant, je pense qu'on est en train de laisser trop de terrain à l'État pour résoudre les problèmes qui sont les nôtres. Bien sûr, il faut travailler avec vous. Mais c'est... Oui. Excuse-moi, Jean-Marie. Bien sûr, abonder dans le même sens que ce qui vient d'être dit. On parlait tout à l'heure de la préparation du pacte productif. Donc, il y a un certain nombre de consultations qui ont eu lieu, et je pense que vous avez vous-même été consulté, et c'est bien d'être consulté. Au niveau de la représentation de l'industrie, donc France Industrie, qui est l'organisation de tête, a pris position récemment. D'ailleurs, vous pouvez vous pouvez avoir sa position sur le site de France Industrie. Et le problème de la compétitivité coût, des impôts de production, des charges reste, sinon entier, puisqu'il y a eu un peu de progrès, comme je disais tout à l'heure, depuis le rapport Gallois, il reste extrêmement important. Et on a dit, France Industrie a dit qu'il ne saurait y avoir de véritable pacte productif s'il n'y a pas quelque chose de substantiel en la matière. Donc des propositions importantes ont été faites, que ce soit pour une trajectoire de baisse des impôts de production. Il a été proposé une trajectoire de 22 milliards de baisse, ce qui ne ferait pas la totalité, puisqu'on a 70 milliards d'impôts de production, mais ce qui serait déjà un tiers du retard que l'on a par rapport à nos amis allemands. Pour l'instant, la réponse, effectivement, et je parle en représentant du gouvernement, c'est que le problème est tout à fait noté. Le Premier ministre, le ministre de l'économie l'ont bien noté, et ils comprennent ce problème, mais ils nous disent qu'ils n'ont pas, pour l'instant, les moyens de le traiter, en tout cas dans le budget 2020. Donc il faut continuer, effectivement, à passer ces messages, courtoisement mais fermement, car c'est important. Et sur la baisse des charges, on a échappé quand même de peu, parce que vous savez qu'il y a toujours des dangers au moment des discussions des projets de loi de finances. Il y avait des amendements qui se profilaient sur une suppression de la baisse des charges pour les salaires au-dessus de 2,5 SMIC. Finalement, ça a été retiré. Ça n'a pas été retenu. Donc c'est déjà, j'allais dire, un moindre mal, mais il faut continuer, bien sûr, comme le disait Thierry, à être actif pour pousser dans cette direction-là, parce qu'on ne peut pas avoir juste une somme de mesurettes dans le pacte productif. Soyons positifs. Je disais tout à l'heure que, vous voyez, moi je travaille dans l'électronique. C'est très concurrentiel et depuis des années et des années. Aujourd'hui, l'électronique, tout un pan est en Asie. Il reste de moins en moins d'acteurs sur le territoire. Et je suis très contente d'avoir rapatrié 3 produits qui venaient des low cost par d'autres méthodologies de travail, d'autres créativités. Je pense qu'on est tous ingénieux en Bretagne et qu'on peut effectivement démontrer qu'on va renverser la situation. Mais effectivement, il y a plein de sujets et je suis d'accord avec vous, il faut payer les gens parce que sinon ils vont partir à l'étranger. Donc ça, c'est sûr. Mais il faut qu'on travaille tous ensemble sur un nouveau modèle économique. De toute façon, tout à l'heure, Hervé nous le disait, il y a encore plein de cailloux sur notre chemin. Donc à nous de les sauter, de transformer l'essai. Et ce n'est que effectivement par des
non langue de bois, je trouve que c'est bien de parler des problèmes, qu'on arrivera ensemble à bâtir quelque chose de différent. Mais c'est vrai, la tâche est difficile, mais il faut regarder le côté positif. En tous les cas, moi, 3 produits rentrés qui étaient faits, 1 en Chine, 2 en Tunisie, eh ben, voilà, c'est tout. C'est un petit colibri, c'est tout petit, mais je vais dire, c'est le début du renversement de la roue. Excusez-moi, je vais vous laisser le dernier mot et après je vais me faire assassiner parce que là j'ai complètement plafonné les délais. Mais allez-y. Non, mais c'est très très rapide. Votre question, je l'entends bien. C'est impossible pour moi évidemment de répondre bien sûr. sur cette question fiscale. Moi, je vis sur les politiques publiques qu'on met en œuvre. Encore une fois, je ne suis pas en train de comparer des situations, mais on aimerait avoir des marges de manœuvre budgétaires qui nous permettent de porter des politiques publiques plus avant que ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, je voudrais juste revenir sur une chose. Quand je parlais d'objets de la vie quotidienne, et notamment du pacte 2025, je ne disais pas que c'était simplement des mesurettes. Je parlais d'objets de la vie quotidienne. Ça ne veut pas dire, je crois qu'au moins, il y a un lieu où vous pouvez vous faire entendre, et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, il faut porter ce message. Après, le gouvernement répond en fonction de ses marges, les marges qui lui sont propres. Mais en tout cas, au moins, il y a un lieu de débat, et je crois qu'il y a une écoute et une compréhension de ces problèmes. Alors, c'est pas moi qui vais répondre, et c'est pas l'échelon déconcentré qui va résoudre les problèmes fiscaux. J'aimerais bien, mais c'est pas possible. Mais en tout cas, c'est effectivement, c'est pas simplement à travers des objets de la vie quotidienne, mais je crois que les débats, la concertation qui a eu lieu a permis d'évoquer ces sujets, et c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Merci à tous.